Lacan, nous et le réel, 68e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc nous avons fini la dernière séance sur un retour à Freud bien sûr, puisque Lacan peut être considéré comme celui qui a lu Freud, et ça ne laisse aucun doute justement dans le déroulement des séminaires et la manière dont Lacan va creuser et rendre apparente la structure dans la manière que Freud a de retrouver la trace de l'inconscient en tant qu'un savoir insu. Donc cette formule par laquelle nous avons terminé la dernière fois, qui est « Wo es war, soll ich werden », va nous amener à reconsidérer aujourd'hui cette approche psychanalytique de la dimension du sujet, qui est vraiment ce qui caractérise en propre la psychanalyse, puisque le sujet de la psychanalyse, bien sûr, n'est pas le sujet de la philosophie. Il y a une découverte là qui est à situer dans la manière dont se différencient le désir et la demande, qui se retrouvent dans une équivoque retrouvée par Lacan, bien sûr, dans la dernière leçon des formations de l'inconscient, ou alors une des premières du désir et son interprétation, sur le fait que la mère n'est pas seulement celle qui donne le sein, mais elle donne aussi le sein, S-E-I-N-G, ce qui veut dire la signature. Donc la signature fait appel à l'écrit, et l'écrit lui-même, dans l'aller-retour entre la parole et l'écrit, qui n'est pas considéré comme un langage, je vous le rappelle, mais qui permet de structurer et de passer du registre de la mousse religieuse, c'est-à-dire l'imaginaire qui est contenu dans chacun des propos, au réel qui sous-tend cet imaginaire par le travail de l'écriture qui va questionner le pied de chaque lettre et va combiner les lettres de manière telle que tout le contenu perd son sens. Donc le réel, c'est ce qui n'a pas de sens. Alors comment tout ça s'emmanche au départ? Dans cet écart, bien sûr, entre le désir et la demande, puisque l'enfant, quand il est dans une relation déjà sur la base scopique avec sa mère, d'éprouver à la fois la fonction spéculaire qui le place face à un autre, et aussi la tridimensionnalité de cette relation, puisqu'il y a lui, il y a l'autre, et puis il y a quelque chose entre les deux. Ce quelque chose n'étant pas visible, n'en étant pas moins présent. Cette présence dans l'absence, c'est ce qu'on retrouve dans les jeux de la mère et de l'enfant, qui sont déjà des articulations signifiantes avant même qu'elle ne parle. Bien sûr que la mère est parlante, elle peut être sourde, muette, elle reste néanmoins un être parlant, un être de parole, c'est-à-dire un être humain. Et l'articulation, par exemple, des jeux de cache-cache, de dissimuler son visage, de mettre l'enfant face à sa présence-absence, ça c'est déjà un jeu qui est inscrit dans le langage et qui renvoie au registre signifiant. D'habitude,
Ce qu'a justement de satisfaisant la forme spéculaire, c'est de masquer la possibilité de cette apparition. En d'autres termes, l'œil institue le rapport fondamental du désirable, dans ceci il tend toujours à faire méconnaître le rapport à l'autre, que sous ce désirable, il y a un désirant. Ce registre signifiant est bien sûr ce par quoi va passer la demande et qui différencie le besoin du désir, puisque le fait de rentrer, que l'enfant parle ou pas, il est déjà un parlant, de ne pas pouvoir articuler la parole ne le met pas néanmoins de plein pied dans le registre de la parole, et donc en tant que parlant, il est déjà pris dans cette dialectique et va se mettre en place progressivement les possibilités pour lui de reconnaître son sujet. Nous l'avons vu dans le premier moment du fantasme, donc qui est, disons, la matrice par où peut naître le désir. Il y a cette demande de « que voi ». « Que voi », c'est « que suis-je » ? Que suis-je pour l'autre dans le désir de l'autre ? Là, il convient de revenir donc sur le graphe et de mettre en place progressivement cette notion de sujet de la psychanalyse qui n'est pas à confondre avec le « je ». Mais il y a un « je » dans l'équivoque avec justement cette absence dans la présence même, parce que la mère a beau être là, ce qui le regarde, c'est quelque chose qui n'est pas là. Et néanmoins, ça le regarde. Je dis on parce que n'importe qui peut écrire. Je dis on parce que ça me gêne de dire je. Ça me gêne pas sans raison. Au nom de quoi le je produirait-il en occasion? Donc, je trouve que j'ai dit, de ce fait, ça se trouve écrit, j'ai dit qu'il n'y a pas de métalangage, à savoir qu'on ne parle pas sur le langage. Comme vous avez pu le remarquer avec les enfants ont du mal à dire « je » tout de suite, parce que ils appartiennent déjà, en tant qu'être parlant, à une autre dimension, celle du langage, et qu'avant de pouvoir dire eux-mêmes « je », il y a beaucoup de temps qui passe. Au début, il se nomme lui à la troisième personne pour dire quelque chose. Cette dimension du sujet, en tant qu'il est représenté par un « je », J-E, est évidemment lié à la manière dont Freud repère les effets du signifiant, mais Lacan, lui, va les développer par une série d'exemples et de structurations, de théories qui sont liées justement à la conjonction qu'il opère entre la linguistique et la psychanalyse. La linguistique qui possède en elle-même les possibilités d'éclairage de la dimension psychanalytique, mais qui n'en a pas le mode opératoire, puisque la psychanalyse ne peut pas se faire de manière objectale. Il faut que le sujet s'y mette lui-même comme objet. J'ai été, à des titres divers, averti que la contestation me guettait. On ne se rend pas assez compte que la contestation, c'est moi aussi qui la guette.
mais pour un objet qui m'intéresse éminemment, pour qu'elle confirme ou infirme ce qu'il en est de ce niveau où je situe la structure d'un discours. Je viens de dire « je ». C'est évidemment parce que le discours dont il s'agit, je le regarde d'ailleurs, d'un endroit où me situe un discours dont je suis l'effet. De sorte qu'en l'occasion, c'est la même chose de dire « me situe » ou « se situe ce discours ». Et c'est à partir de cette position-là qu'il va pouvoir se saisir de l'écart qu'il y a, justement, et déjà repéré par Lacan, entre le sujet de l'énoncé et le sujet de l'énonciation, bien sûr, qui se retrouve dans la lecture du cogito ergo sum de Descartes, traduit par « je pense, donc je suis ». On remarque compte déjà que dans la langue latine, le « je », JE, n'y est pas, puisque c'est juste la conjugaison à la première personne du singulier qui fait traduire en français « je », JE. Cogito, ça veut dire « je pense », mais il n'y a pas besoin qu'il y ait un « je », JE, en tant que shifter, comme disent les linguistes. Ce shifter-là, évidemment, il n'échappe pas à Lacan que le fait de dire « je pense donc je suis », il y a deux « je » là. Et il y en a un qui est superfétatoire, bien sûr, puisque si le « je » lui-même, en tant qu'il est le sujet de la psychanalyse, se représente par un « je » JE, eh bien ce n'est plus là le sujet parlé, puisque en psychanalyse, je vous rappelle que le sujet ne parle pas, il est parlé, et c'est par là qu'il s'appréhende, donc ce qui veut dire que il est toujours pris entre deux signifiants. Il est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Et donc de ce fait, il est pris dans un jeu de signifiants qui fait qu'il est en aphanésis en permanence, il disparaît tout le temps entre le jeu des signifiants, puisque la chaîne des signifiants est toujours en mouvement. Et donc le fait même de dire « je », dans la formule par exemple « je vous dis ça et je le répète », le deuxième « je », le jeu du « je le répète » n'est pas superflu en l'occurrence, puisqu'il veut dire que le premier « je », qui est un « je » qui se justifie d'être un représentant de l'être à ce moment-là, c'est-à-dire du esvar, je le répète, ça veut dire que je suis d'accord avec ce premier jeu. Le jeu apparaît donc comme pouvant être mis devant une parenthèse, c'est-à-dire que c'est un ça pense que j'attribue à un jeu à partir du moment où le jeu peut être un représentant pour le sujet qui lui-même n'est pas représenté, puisqu'il est toujours en aphanésis entre deux signifiants. Cette manière de parler du jeu est plus sensible à travers certains exemples. Parce que le jeu du cogito ergo sum, il est bien sûr centré sur soi. C'est-à-dire que c'est un soi, c'est toujours une équivoque là signifiante, bien sûr, très heureuse dans la langue française, puisque ce soi, c'est aussi un soi au sens du fiat lux, que la lumière soit. Donc c'est quelque chose qui fait être. C'est une parole qui fait être quelque chose qui n'est pas, justement. Et la fonction vocative du sujet se retrouve dans l'écart qu'il y a, par exemple, entre « je vous aime » et « je suis là ». Dans le « je vous aime », le je assume sa fonction vocative, c'est-à-dire qu'il s'adresse à un autre sans faire retour sur soi. Il n'est pas là pour s'assurer de sa propre présence dans son absence. Donc c'est pas quelque chose de solipsiste par rapport à un « je suis là » où il a besoin de s'adresser à personne, il n'y a pas de fonction vocative, et la plupart
du temps, le jeu n'a pas cette fonction vocative. La fonction vocative, par exemple, c'est le fait de dire « lève-toi et marche » de Jésus à Lazare. Là, le jeu a une fonction purement vocative, puisqu'il n'est même pas présent, mais par la parole même, il s'adresse directement à l'autre. Et c'est à partir de là, donc, que le sujet, bien sûr, s'adressant à un tu, ne fait que recevoir son propre message sous sa forme inversée. Ce qui se retrouve dans une des nuances de la langue française qui est absolument inexistante en anglais. Alors là, ça nous amène à une petite digression. Vous savez, par rapport au fait que la langue française était jusqu'à il y a peu de temps la langue de la diplomatie, et qu'aujourd'hui tout se fait en anglais, bien que la Grande-Bretagne ait quitté la communauté européenne. Et en anglais, donc, il y a une impossibilité de faire la différence entre la parole en français « tu es celui qui me suivra » à « S » avec « tu es celui qui me suivra » à. Là, dans cet écart, donc « tu es celui qui me suivra » à « S ». Le jeu, qui n'est pourtant pas présent, a une fonction vocative, puisqu'il s'adresse à l'autre et il définit l'autre dans sa singularité. C'est toi celui qui me suivra, AS. Par contre, tu es celui qui me suivra, possède une dimension de mépris. Tu es un de ceux qui me suivra à, c'est-à-dire que là, le jeu n'a pas sa fonction vocative mise en avant, c'est plutôt pour que ça revienne vers un jeu qui est un moi-jeu. Et la plupart du temps, donc, dans l'analyse des discours, puisque la psychanalyse n'est rien d'autre qu'un discours. Hein. La psychanalyse, il y en a qui se demandent encore ce que c'est. Mais la psychanalyse, c'est un discours. Et Lacan va plus loin. La psychanalyse n'opère que du discours qui la conditionne, qui est le discours de l'analyste. Et ce discours de l'analyste ne peut être tenu que par un analyste qui lui-même a accompli son analyse jusqu'à son terme logique, puisque cela conditionne le lien social à deux qui met en scène justement cette division du sujet entre sujet de l'énoncé et sujet de l'énonciation et qui évite de se perdre dans la ronde des discours. Tout ça aujourd'hui pour dire que nous vivons dans un monde qui est une forme de reviviscence de Babel où toutes les langues s'expriment et tous les discours, mais essentiellement sous la forme, bien sûr, du discours capitaliste qui est le discours dominant et qui sont là comme un écran de fumée à travers lequel le sujet, lui, ne doit pas perdre de vue, justement, l'enjeu qui est le sien de se situer dans la structure étant, bien sûr, donnée par le discours analytique dont Lacan n'a jamais arrêté de parler. Hein. Contrairement à ce que disent les pseudo-psychanalystes, là, je pense à quelque chose qui chaque fois me fait bondir parce que je lis, des fois on m'envoie des communiqués de ECF Restonica. J'adore ce lieu, la Restonica, le lac de Mel ou de Capitelle ou en Corse. Et ce qui représente un des plus beaux endroits de Corse, représenté par une prose inepte qui dit n'importe quoi de la psychanalyse et qui se prétend comme psychanalytique. Et donc là, par exemple, ça me fait bondir dans un premier temps, et puis après, bien sûr, je récupère ce que me demande le discours analytique, c'est-à-dire de concevoir que ces gens-là n'ont jamais fait d'analyse, puisque l'analyse, c'est justement un discours, et là, il n'y a aucune connaissance du fait que le discours capitaliste ne fait pas lien social, et qu'il est issu d'une copulation perverse entre le discours universitaire et le discours du maître, qui, avec le discours hystérique, sont les trois discours sphériques, dont permet de s'extraire le discours de l'analyste, qui lui-même réclame de la part du sujet une certaine ascèse par rapport aux identifications qui sont à l'œuvre, disons, comme volonté d'identification dans chacun de ces discours-là. Donc nous avons en ce moment une espèce de profusion avec une actualité entre guillemets débordante. L'actualité, je vous rappelle que
Nietzsche appelait ça la fausse alerte permanente, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, ce qui veut dire que ça éloigne le sujet de son réel. Le seul réel auquel il a accès, c'est le savoir inconscient dont il est le sujet. Et donc, dès qu'il est dans des identifications imaginaires, comme par exemple prendre parti, un camp contre un autre, etc., il s'éloigne de son réel, et tout est fait en ce moment. C'est comme après le covidiotisme, on a une profusion là de toutes les possibilités discursives qui amènent à une déperdition du sujet, qui essaye toujours de se raccrocher à un sens, mais qui de ce fait s'éloigne du réel. Et donc ça correspond au fait de vouloir s'éloigner du cadre analytique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compassion ou qu'il n'y a pas d'aide avec les gens qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire ceux qui sont autour, à partir de quoi quelque chose de réel peut être fait. Sinon, ce ne sont que des projections imaginaires. Et là, aujourd'hui, il s'agit de retrouver dans l'analyse des discours, justement, en quoi la pertinence de la psychanalyse n'a jamais été plus évidente qu'aujourd'hui pour ne pas se perdre dans l'imaginaire qui est à l'œuvre un peu partout, qui a commencé avec la peur imaginaire du covidiotisme et tout ce qui s'en est suivi et qui aujourd'hui se poursuit dans l'actualité. Le rapport de l'homme au langage, lequel ne peut simplement s'attaquer que sur la base de ceci, que le signifiant c'est un signe qui ne s'adresse qu'à un autre signe, que le signifiant c'est ce qui fait signe à un signe et que c'est pour ça que c'est signifiant. Ça n'a rien à faire avec la communication à quelqu'un d'autre. Ça détermine un sujet. Ça a pour effet un sujet. Mais le sujet, c'est bien assez qu'il soit déterminé par ça en tant que sujet. À savoir qu'il surgisse de quelque chose qui ne peut avoir que sa justification qu'ailleurs. À ceci près que dans le rêve, on la voit. À savoir que l'opération du chiffrage s'est faite pour la jouissance. De savoir que ces choses sont faites pour que dans le chiffrage, on y gagne quelque chose qui est l'essentiel du processus primaire, à savoir un Lustgewinn. Donc nous avons dans cette approche, ne serait-ce que de la fonction vocative du jeu, la différence qui est mise par la psychanalyse entre le « ça parle à travers moi » et ce « ça parle » si je lui donne la représentation d'un jeu, encore dois-je ajouter que ça pense où je ne suis pas et je suis là où je ne pense pas. À ce moment-là, la division entre sujet de l'énoncé et sujet de l'énonciation étant assumée, il y a une possibilité de coller au plus près à la structure, comme dans cette leçon du désir et son interprétation, où le sujet essaye de coller le plus possible au déplacement dans les signifiants. Le sujet n'est jamais réellement présent. Et tout le travail de la psychanalyse consiste à se rapprocher au plus près, tout en sachant que c'est une fonction limite, c'est-à-dire que le Wo es war soll ich werden, bien sûr que le soll ich werden est sur une ligne qui s'approche au plus près du réel, mais sans pouvoir, bien sûr, le toucher, parce que, justement, il est porté par la vérité en tant que elle ne peut que se médire, puisque si cette vérité touche au réel, elle perd son statut de symbolique pour tomber dans le réel. Donc il y a
dans cette analyse très fine que fait Lacan du sujet, et la différence entre le sujet et le jeu, la possibilité de retrouver la manière dont il définit le désir comme le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Donc, le jeu parlant, ce n'est plus le sujet de l'inconscient, il n'existe que par la structure du discours de faire en sorte que ce sujet puisse parler au lieu de l'autre. Donc il devient l'autre à ce moment-là. C'est l'autre qui parle à travers moi. Dans cette approche-là, bien sûr, il y a le fait de réduire phénoménologiquement le nombre de signifiants qui concernent réellement le sujet. Toute l'approche psychanalytique tient là-dessus. C'est-à-dire que c'est une forme de rigueur et d'ascèse. Ascèse n'étant pas à prendre là au sens laxiste du terme comme une forme sublimée de privation ou je ne sais quoi. C'est askésis au sens grec, c'est-à-dire un exercice. Un exercice qui consiste à entendre ce que le sujet dit et faire la différence, justement, entre un jeu qui est un énoncé et un jeu qui est une énonciation. De cette manière-là, la possibilité d'entrer dans... Je vous rappelle que la demande, quand l'enfant demande le sein, donc, qui se tend comme ça, même s'il n'y a pas de parole énoncée, c'est un enfant qui sait déjà virtuellement parler, puisqu'il s'adresse à un être parlant, et s'adressant à un être parlant, son geste lui-même est pris dans une articulation signifiante, et donc que le désir a déjà contaminé le besoin, et donc ce n'est plus qu'une question de besoin, il n'a pas besoin uniquement de lait, c'est-à-dire qu'il a un désir d'être reconnu en tant qu'être parlant, et donc de ce fait-là, ça va aller très loin, puisque la manière dont Freud met la première fois en scène, c'est dans la Traumdeutung, cette notion de désir en tant que le rêve est la réalisation d'un désir. Alors bien sûr, c'est comme l'ensemble des propositions faites par Freud, mais pas seulement Freud, bien sûr, c'est ce qui vaut aussi pour Socrate, Spinoza, Hegel ou Nietzsche, c'est-à-dire que c'est très mal interprété. Hein, il s'agit d'entendre ce qui est dit, et pour entendre ce qui est dit, il s'agit déjà d'abord d'assumer en soi la différence subjective entre un jeu de l'énoncé et un jeu de l'énonciation, et savoir que nous sommes toujours dans cette division, puisque nous sommes pris dans le monde du sujet. Donc le monde de l'autre, avec un grand A, le monde du signifiant. Le monde du signifiant fait que il y a un signifiant qui s'adresse à un autre signifiant, et bien sûr, le sujet disparaît. Le signifiant, là, qui s'adresse à un autre signifiant, c'est le phallus, hein, ce qu'on appelle dans d'autres contextes le nom du père. Mais le phallus, c'est d'autant plus clair que pour ceux qui sont incarnés en femme et ceux qui sont incarnés en homme, qui a un rapport direct avec cette notion de phallus, ça renvoie justement à la castration, à cette peur de la castration, et au fait que les hommes et les femmes se situent chacun en fonction du signifiant phallus, d'un côté ou de l'autre du mur du langage. Donc ça invalide bien sûr la pseudo-théorie des gender studies dans laquelle se vautre la pseudo-psychanalyse depuis je ne sais combien de temps, et ça en devient consternant, parce que là toute la bêtise et l'illettrisme, l'absence, l'illettrisme c'est pas l'inculture, l'illettrisme c'est être incapable de considérer la lettre elle-même. Or la lettre c'est le réel. Quand Lacan dit que les Juifs, avec le Talmud, ont apuré grâce à la lettre juive, c'est-à-dire le fait que ce soit que des consonnes qui coupent tout le sens
Donc la mousse religieuse du texte biblique, c'est pour arriver à la lettre. De cette lettre elle-même et de la combinatoire, des nouvelles combinatoires, de faire par exemple une correspondance entre les lettres et les chiffres, etc., comme dans la Kabbale, c'est ce qui permet d'accéder à un certain réel. Et c'est à partir de ce réel-là que va se développer la science. Mais Lacan rappelle que ce n'est pas les Juifs qui ont inventé la science, ce sont les Grecs. Les Grecs par un questionnement sur la physis en tant que nature. Bon, c'est ce qui est tout le programme et le projet de Heidegger, de retrouver l'idée que les Grecs avaient de la physis. Alors Lacan dit, bon, ben, c'est pas important, on s'en fout, hein, puisque c'est perdu. Mais par contre, ce qu'il reste, c'est que le discours grec, c'est de considérer que le maître, c'est le réel de la mort. Ça, c'est le véritable maître. Et les Juifs, eux, qui se sont jamais intéressés à la nature, puisqu'ils s'intéressaient au texte. Je note quelquefois, à part moi, des petites adresses à votre intention. Alors là, au moment de brasser ces papiers, j'en trouve une qui va me fournir mon entrée. Qu'il est regrettable, écrivais-je, je ne sais plus quand, que Dieu serve à écarter, par ce que nous appellerons la proscription de son nom, ça a pris forme d'un interdit, précisément, sans doute, là où on pourrait savoir le mieux ce qu'il en est de la fonction de ce terme « Dieu », à savoir chez les Juifs. Vous savez que chez eux, il a un nom imprononçable. Eh bien, cette proscription, justement, sert à écarter, commençais-je à dire, un certain nombre de références absolument essentielles au maintien du « je » dans une lumière suffisante. Suffisante pour qu'on ne puisse pas le jeter, il y a « je » là-dedans, le jeter au chien, c'est-à-dire au professeur. Ce dont je suis parti pour en somme la dernière fois, vous l'avez entendu, sinon vu presque malgré moi, pousser d'abord et en avant cette référence « je ». Par l'intermédiaire du Dieu en question, j'ai traduit ce qui fut proféré un jour sous la forme « ayez Asher ayez » par « je suis ce que je est ». Alors c'est un truc très intéressant, puisqu'aujourd'hui vous savez que l'actualité, qu'est-ce que c'est qu'être juif, etc., revient au premier plan. Et en fait, les juifs, originellement, étaient ceux qui avaient considéré le texte comme leur terre. C'est pour ça que ce sont ceux qui ont appris à lire. Et donc, qui ont appris à travers des contes, des mythes, hein, la Bible notamment. Et ils ont tellement creusé et questionné le texte que le conte biblique est devenu en lui-même un matériel de laboratoire. Et de ce fait, ils sont descendus jusqu'à la lettre, et dans ces combinaisons de lettres qu'on retrouve chez Galilée, qu'on retrouve chez Saussure avec les anagrammes, etc., il y a une possibilité de recombinatoire, et cette nouvelle combinatoire qui est mise en scène, c'est à partir de là, justement, que les Juifs vont s'avérer les scientifiques les plus en vue, parmi les biologistes, mais aussi Einstein, le plus connu, le physicien, etc., parce que, justement, il y a une possibilité d'entrer par la lettre dans la teneur de réel d'un propos. Et ça, c'est une question d'écoute, et c'est pas pour rien que c'est Freud qui a inventé la psychanalyse, puisque il est déjà à l'acmé de la lettre juive. Donc, il conçoit la possibilité de l'inconscient, unbewusst, à partir justement de ce jeu des signifiants, que lui n'appelle pas encore signifiants, parce que c'est simultané, hein, c'est en 1920 le cours de linguistique générale de Saussure, et lui, il découvre la linguistique en même temps que Saussure, je dirais, mais lui, il n'en fait pas une science objective. Les principes de la linguistique, il les appelle, disons, le signifiant, ce n'est même pas le signifiant tel qu'il apparaît dans l'œuvre de Saussure, mais le signifiant, pour Freud, c'est ce qu'il appelle le Vorstellung Repräsentans, c'est-à-dire le représentant de la représentation. Il montre que ce sont les représentants eux-mêmes qui sont refoulés, tandis que les affects, eux, sont
réel, puisque il procède d'une décharge par le corps de quelque chose qui est tout le temps déplacé, puisqu'il a déjà remarqué que c'était le jeu des signifiants dans lequel va se placer le sujet. Il n'est pas encore capable de l'exprimer de cette manière-là, parce que ça, ce sera le travail de Lacan en tant que lecteur de Freud. Ici, effectivement, on peut dire que le sujet se trouve affronté avec ce qu'on traduit dans la phénoménologie hegelienne par l'impossibilité de la coexistence des consciences de soi, et qui n'est que l'impossibilité pour le sujet, au niveau du désir, de trouver en lui-même, sujet, sa cause. Ici, vous devez voir déjà s'amorcer la cohérence de cette fonction de cause avec ce fantasme caractéristique d'une pensée en quelque sorte forcée pour la spéculation humaine, de cette notion de causa sui. Cette pensée se conforte de l'existence quelque part d'un être à qui sa cause ne serait pas étrangère. Compensation, fantasme, surmontement arbitraire de ceci, de notre condition, que la cause de son désir, l'être humain est d'abord soumis à l'avoir produite dans un danger qu'il ignore. Dans le discours dominant, tout est porté sur le statut des émotions. Mais ça, c'est réglé depuis très longtemps, que les émotions sont menteuses. C'est-à-dire toutes les émotions sont menteuses, sauf l'angoisse qui ne ment pas, parce que l'angoisse indique une surproximité du réel. Mais les émotions sont menteuses tout simplement parce que elles font l'abstraction de ce qu'elles passent par le signifiant, du fait que les besoins du petit sujet humain sont forcément médiés par le code, c'est-à-dire la langue, le fait qu'il y ait de la parole, et donc vont être modifiés par cette parole-là. Ça veut simplement dire que je dis que c'est au langage et que c'est du langage que nous sommes manifestement et d'une façon tout à fait prévalente affectés. Et en plus que dans mon séminaire sur l'angoisse, c'était introduit quelque chose, justement, des qualités d'affect. Il y avait longtemps que les affectueux, là, les affectionnés, il y avait longtemps qui ne les avaient non seulement pas trouvés, mais qu'ils étaient tout à fait exclus de pouvoir même les entrevoir. L'émotion elle-même, c'est-à-dire, se manifeste sous la forme d'un affect. L'affect, c'est une décharge qui passe par le corps. Mais ce qui noue au corps, c'est quelque chose de l'ordre du signifiant, qui lui-même est déplacé. Et là, en l'occurrence, elle a été refoulée. Donc, éprouver des affects, c'est toujours mettre en scène quelque chose dont on ne sait pas quel est le signifiant exact. Puisqu'on va lui attribuer une causalité, une cause qui cloche. Comme dit Lacan, il n'y a de cause que de ce qui cloche. Mais en fait, il y a un déplacement. C'est-à-dire quelqu'un qui est triste, il va se trouver des motifs à sa tristesse. Mais c'est jamais celui-là, puisque l'affect, il est là comme affect de tristesse, comme asthénie, mais ce qui le cause réellement est déplacé. Des fois, ça peut venir du futur. Il a une intuition qui ne se dit pas forcément, mais dans son inconscient, il y a quelque chose qui se profile selon des articulations signifiantes qui le mettent dans une position où la tristesse arrive sans qu'il sache pourquoi. Évidemment, comme aujourd'hui il s'agit de coller du sens partout, alors que le réel, justement, s'extrait de cet imaginaire du sens, eh bien, on va coller du sens. Il faut que ça fasse sens, ça fait sens, etc. Tous les idiots ramènent ça à des questions de sens, mais non. C'est-à-dire que c'est une question de réel, justement. Et le réel, c'est
la façon dont le registre des affects du corps est coupé du signifiant, mais se rejoint d'une certaine manière, et c'est ça qui va donner l'occasion pour Lacan de redéfinir les coordonnées de l'être humain à partir du nœud borroméen. Parce que là, c'est à partir d'un nouage et d'un coinçage qu'il est possible de remonter le rapport du déplacement des signifiants avec ce qu'on appelle des événements de corps. Sinon, ces choses-là sont originellement dénouées, c'est-à-dire les trois cercles imaginaires, symboliques et réels ne sont pas reliés. Le cercle qui va les relier, c'est bien sûr le nom du père et qui est autrement appelé phallus, c'est-à-dire ce rapport au signifiant. Et il s'agit de rentrer dans un rapport au signifiant pour sortir des projections imaginaires. Et évidemment, dans un affect, c'est le signifiant qui est refoulé. Il s'agit de retrouver le chemin du signifiant refoulé, et ça c'est un travail qui passe par la parole, et c'est ça le travail de la cure analytique qui permet justement de réduire le nombre de signifiants, et ce faisant réduire l'imaginaire, et bien sûr réduire le moi, puisque le moi-je, c'est justement celui qui n'est pas le je. C'est-à-dire, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au jeu vocatif du lève-toi et marche. Eh bien, le moi-je, c'est l'inverse. C'est le je qui fait abstraction de toute capacité vocative vis-à-vis de l'autre et qui revient de manière, disons, solipsiste vers soi, vers le soi-même. Et au fond, ne parler que pour s'entendre parler, pour se rassurer d'être là en train d'être parlé et d'être imparlant. Mais il n'y a rien qui se dit. Ce qui se dit, c'est toujours dans ce rapport à l'autre en tant qu'il y a un écart infranchissable entre soi et l'autre et que c'est là que se situe le réel à proprement parler. Ce que je peux retenir est en tout cas fort exemplaire de ce que je pense concernant le désir de l'autre. Quel moi, qu'est-ce qui peut? Évidemment, quand on peut le dire tout de suite, on est beaucoup plus dans son assiette. C'est l'occasion de remarquer le facteur d'inertie que constitue ce dévoile, au moins quand on veut y répondre. C'est un peu ça que l'analyse s'efforce de laisser cette question en suivant. Si dans le discours dominant, il y a autant de mise en avant de ce qu'ils appellent l'émotion, c'est juste parce que ça correspond chez le sujet lui-même à une peur du vide, une peur de ne pas savoir quoi penser, où aller, quoi faire, etc. Et donc ça vient combler quelque chose. Donc par exemple, à la place de, disons, de faire collectif à partir d'un lien social qui est celui de la psychanalyse, c'est qui est d'abord un lien à deux, et donc qui passe par un discours, il y a une fausse manière de faire collectif, c'est par exemple de s'imaginer faire partie d'un groupe à partir de devenir supporter d'une équipe, par exemple, que ce soit au sens sportif ou à d'autres. Et donc ça vient colmater quelque chose. Il n'y a pas, bien sûr qu'il y a une manipulation, mais il n'y a pas de manipulateur derrière. Les manipulateurs eux-mêmes ne sont pas des manipulateurs, ce sont des profiteurs de situation parce qu'ils sont à des places qui leur permettent d'asseoir du pouvoir et de gagner plus d'argent encore, alors qu'il y a déjà énormément d'argent, il y a déjà trop d'argent. Ce sont des pauvres avec beaucoup trop d'argent. Et donc, ce faisant, ils ne sont pas manipulateurs, parce que les gens parlent des élites, comme si d'autres gens les gouvernaient, etc. Non, non, tout le monde est gouverné par le signifiant. Mais il y a ceux qui en tirent parti, c'est-à-dire qui en profitent par leur situation, leur position à l'intérieur du système, mais en fait, à la place du manipulateur dernier, premier, il n'y a personne, il n'y a que le signifiant lui-même, et le sujet doit en référer au signifiant. C'est ça l'apprentissage de la psychanalyse, c'est d'arrêter de placer en position de maître n'importe quel petit tas ridicule. C'est ça comment peut-on croire, je sais pas, le président de la République aussi indigent, ce type du forum, du forum mondial de l'économie, ces espèces
caricature, comment peut-on les placer en position d'être des grands manipulateurs alors qu'on voit que ce sont des guignols ridicules? Donc il s'agit de retrouver le sens du réel et de savoir que ce qui vient à la place du manipulateur n'est pas un petit A, même s'il y a des petits A qui en profitent, comme ces gens-là, c'est le signifiant lui-même. Et donc le discours dominant, bien sûr, va faire avec. Il est impossible qu'il y ait un discours dominant sans qu'il y ait des dominés, c'est-à-dire des demandes de domination. C'est pour ça que c'est impossible de sortir de cette impasse-là sans passer par, disons, une critique de l'idéologie, une critique des discours, qui est le propre de la psychanalyse. Là où est échoué, par exemple, un type comme Zizek, qui a étudié un peu Lacan, à un moment, il était très pertinent dans Lacan, mais ensuite, comme il n'a pas fait lui-même d'analyse et qu'il s'y est pas mis, il s'y est pas confronté réellement, eh bien, il est revenu dans le discours dominant. Aujourd'hui, il est devenu un des adeptes du covidiotisme, il répète ce que disent les médias, etc. Il n'est d'existence que par les médias. Alors que il avait les capacités, c'est pour ça que je suis en colère contre lui, parce que il s'est trompé, et il a trompé beaucoup de monde, là, en justement faisant croire qu'il était allé dans le discours analytique. Il n'y est pas allé, parce qu'il a travaillé avec Miller, et Miller n'y est jamais allé. Miller, c'est un de ceux qui soutient les gender studies, etc. Il n'a jamais rien compris à Lacan, Miller. C'est la pure imposture, hein. Il ramène Lacan au discours universitaire qui lui-même est le plus antipathique de structure au discours de l'analyste. Le discours de l'analyste, c'est un discours qui demande à chacun des sujets de se situer par rapport justement au signifiant qui le signifie en tant que sujet. Donc c'est un travail d'ascèse au sens où je l'ai dit tout à l'heure, un travail d'exercice sur lui-même, et c'est un exercice vertueux. Ça n'a rien à voir avec le fait de se classer parmi le camp des progressistes, par exemple. Puisqu'il n'y a pas de progrès chez les progressistes, du fait même qu'il y a une réduction de la précision du langage. Il ne peut y avoir de progrès que s'il y a du progrès dans le symbolique. Or, le fait qu'il y ait une réduction sur le plan du langage, quand on dit parent 1 et parent 2, on est moins précis que quand on dit père et mère. Donc, dire parent 1 et parent 2, ce n'est pas un progrès sur le plan du langage, c'est une régression. Donc, les progressistes sont les adeptes de la régression sur le plan du langage, et ils font passer l'innovation technologique pour un progrès. Non, la technologie et l'informatique ne règlent les problèmes que ceux que l'informatique a posés. Les problèmes véritablement humains sont ceux qui permettent de résoudre la double temporalité dans laquelle est prise le sujet, c'est-à-dire un sujet pris dans le temps diachronique, qui est le temps de la parole, le temps du discours, et le temps synchronique, celui qui fait qu'il tourne autour du même réel depuis Cro-Magnon. Or, ça ne peut se faire ça que par un travail sur la parole et par un travail sur le langage, la logique elle-même. Or, un effondrement de la logique au profit de la rationalité informatique, ce n'est pas du tout un progrès, c'est une régression. Donc aujourd'hui, nous sommes pris dans une forme de Babel. De toutes celles qui se proposent dans le siècle, l'œuvre du psychanalyste est peut-être la plus haute, parce qu'elle y opère comme médiatrice entre l'homme du souci et le sujet du savoir absolu. C'est aussi pourquoi elle exige une longue ascèse subjective, et qui ne sera jamais interrompue, la fin de l'analyse didactique elle-même n'étant pas séparable de l'engagement du sujet dans sa pratique, qui renonce plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Car comment pourrait-il faire de son être l'axe de tant de vie, celui qui ne saurait rien de la dialectique qu'il engage avec ses vies dans un mouvement symbolique, qu'il connaisse bien la spire où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel, et qu'il sache sa fonction d'interprète dans la discorde des langages. Pour les ténèbres du mundus, autour de quoi s'enroule la tour immense, qu'il laisse à la vision mystique le soin d'y voir s'élever sur un bois éternel le serpent pourrissant de la vie. Effectivement, c'est là où l'approche psychanalytique
prend toute sa pertinence et sa puissance. C'est dans quoi que ce soit que j'articule une certaine idée de planification. C'est pas la moitié des progrès au sens certaine qui crée une solution heureuse. Parce que la vérité, quand elle surgit, a de résolu. Ça peut être de temps en temps heureux, mais dans d'autres cas, que ça soit aussi. Et voilà pourquoi la vérité, c'est forcément toujours bénéfique. Pour vraiment voir le diable au corps, pour s'imaginer une chose pareille, tout démontre le contraire. Mais tous les gens qui différencient, par exemple, Freud de Lacan, n'ont rien compris à la psychanalyse, ni à Freud, ni à Lacan, puisque il y a non seulement un continuum, mais c'est comme le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est-à-dire que il y a une liaison interne. Hein. Le Christ ne peut naître que parmi les Juifs, puisque il dit l'amour n'est pas venu invalider la loi, elle est venue accomplir la loi. Donc c'est à partir de la césure, ce que découvre Freud lui-même dans son livre Testament. C'est-à-dire que au meurtre du père répond le meurtre du fils. Donc il y a une corrélation, et c'est exactement la même chose qu'on trouve dans le passage de Freud à Lacan, et c'est pour ça que même s'il joue Freud contre lui-même, ça lui arrive assez souvent à Lacan, il n'empêche qu'il s'inscrit parfaitement dans le sillon freudien et de ce qu'a amené justement la possibilité de descendre jusqu'à la lettre, et qui opère justement comme par hasard la conjonction entre Athènes et Jérusalem, c'est-à-dire le questionnement sur la phousis et l'apprentissage de la lecture à partir des mythes de la Bible qui sont, disons, épurés de toute leur mousse de sens. Le réel, ça n'a plus de sens. Une formule comme les formules des discours, ça n'a pas de sens. C'est de la logique pure, c'est-à-dire que ça permet de toucher le réel. J'ai déjà expliqué la condensation, le déplacement, enfin, c'est la métaphore, c'est la métonymie, et puis c'est toutes sortes de petites manipulations comme ça qui étendent la chose dans l'imaginaire. C'est dans cette direction-là qu'il faut voir la jouissance. Hein. On pourrait peut-être s'élever, n'est-ce pas, à une structure comme ça, conforme à l'histoire du chiffrage. C'est que si c'est dans le sens de quelque chose qui arrive à quoi? Dégraine les limites, mais là est l'erreur, les limites d'Erdős par Caët. Si vous lisez bien ces 4 pages, car il n'y en a pas plus, vous vous apercevrez que ce qui la signale, cette limite, c'est exactement le même moment quand ça arrive au sens. À savoir que le sens, il est en somme assez court. C'est pas 36 sens qu'on découvre au bout du bout de l'inconscient. C'est le sens sexuel, c'est-à-dire, très précisément, le sens non-sens. C'est le sens où ça foire, la Verhältnis. La Beziehung, elle a lieu avec ceci qu'il n'y a pas de sexuel Verhältnis. Que ça, le Verhältnis en tant qu'écrit, en tant que ça peut s'inscrire, faire ses baptêmes, ça foire toujours. Et c'est bien pour ça qu'il y a un moment où le rêve, ça se dégonfle. C'est-à-dire qu'on cesse de rêver et que le sommeil, il reste à l'abri de la jouissance. C'est parce qu'en fin de compte, on en voit le bout. Mais l'important,
important pour nous. S'il est vrai que ce sens sexuel il se définit de ne pas pouvoir s'écrire, c'est de voir justement ce qui, dans le chiffrage, non pas dans le déchiffrage, ce qui, dans le chiffrage, nécessite qui Grenzen, le même mot ici employé dans le titre. Le même mot sert à ce qui, dans la mathématique, se désigne comme limite d'une fonction, comme limite d'un nombre réel. Ça peut augmenter tant que ça veut, la variable, la fonction ne dépassera pas une certaine limite. Et le langage, c'est fait comme ça. C'est quelque chose qui, aussi loin que vous en poussiez le chiffrage, n'arrivera jamais à lâcher ce qu'il en est du sens. Parce qu'il est là, à la place du sens. Parce qu'il est là, à cette place, où ce qui fait que le rapport sexuel ne peut pas s'écrire, c'est justement ce trou-là que bouche tout le langage en tant que tel. L'accès de l'être parlant à quelque chose qui se présente bien comme en certains points touchant au réel, là, dans ce point-là, se justifie que le réel se définisse de l'impossible, parce que là, justement, il n'arrive pas, jamais. C'est la nature du langage. Il n'arrive pas jamais à ce que le rapport sexuel puisse s'inscrire. Quand au début de chacun de ces séminaires, Lacan dit, enfin pas de ces séminaires CES, c'est-à-dire Lacan, nous et le réel, il dit est-ce que vous y attrapez un petit bout de quelque chose qui ressemble à du réel? Donc quand vous entendez quelque chose, dites-vous que la question qui doit être présente tout le temps, c'est est-ce que vous y attrapé un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Et si ça ressemble à du réel, c'est parce que ça sort du registre du sens, ça s'assimile à la logique qui va donner justement la science, mais aussi justement la science des rêves, puisque ce qui va caractériser la psychanalyse, c'est de réintroduire par rapport au développement des sciences qui va arriver à ce d'où elle part au départ, c'est-à-dire qu'à une élimination du sujet, elle va aboutir cette fois à une éradication du sujet. Or, la psychanalyse réintroduit la dimension du sujet à l'intérieur même du champ scientifique en tant qu'il est le passage du sens au réel, c'est-à-dire l'élimination progressive des possibilités imaginaires qui sont liées aux identifications du moi. On retrouve ça donc bien sûr dans le fameux graphe. Vous savez que ce qui clôture ici la fin de la boucle rétroactive qui est celle du discours courant, c'est une identification. Or la chaîne signifiante vient barrer ça à plusieurs endroits puisqu'il y a plusieurs chaînes signifiantes et nous passons par le défilé des signifiants à une possibilité d'assumer pour chacun notre propre division subjective, qui nous met de plus en plus à l'écoute et à la capacité d'entendre le réel derrière l'imaginaire du sens. Le sens, c'est l'imaginaire. Voilà en quoi consiste, disons, le travail analytique et l'apport de la psychanalyse, notamment aujourd'hui, dans des termes où tout se passe, enfin, ce n'est plus douteux en termes de discours, puisque ce ne sont que des discours, et en plus, la plupart, ce sont des discours absolument lénifiants, c'est-à-dire qu'ils se contredisent eux-mêmes. C'était le cas déjà avec le covidiotisme, puisqu'au début, les masques ne servaient absolument à rien, ensuite, le masque est devenu obligatoire. Donc, il y a des contradictions tellement visibles qu'on peut se demander, mais comment le sujet ne repère-t-il pas ça Eh bien, parce que
ça se passe ailleurs, ça se passe dans la possibilité pour lui de se mettre à l'épreuve en tant qu'objet du désir de l'autre, kevoi, de ce qu'il est toujours soumis au diktat du signifiant. Ce qui est le plus dur d'accepter, parce qu'évidemment, chacun se croit libre, mais pour ne pas voir, hein, et le ne pas savoir, c'est ça, le vouloir ne pas savoir à quel point, justement, nous sommes joués par les signifiants, et que le signifiant dicte tout au sujet, quelles que soient ses dispositions, son intelligence, sa position sociale, ce qu'il croit avoir compris, etc. Le signifiant, comme on disait auparavant, qu'il y avait une publicité qui me faisait rire dans les années 80, c'était « Sega, c'est plus fort que toi ». Voilà, le signifiant, c'est toujours plus fort que toi. Et le signifiant, c'est ce à quoi donne accès la psychanalyse en tant que son sujet, le sujet de la psychanalyse, c'est un sujet du signifiant. Donc c'est un sujet qui est parlé avant d'être parlant. Et pour devenir parlant, il faut qu'il accepte ce clivage de passer d'un côté à l'autre, c'est-à-dire de venir de le discours de l'autre.